Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Est-ce que vous avez déjà levé les yeux vers la voûte céleste en vous demandant comment fonctionne cet univers dont on voit les milliers d'étoiles briller la nuit ? À la fin du XVe siècle, un homme fait la même chose depuis son studio d'étudiant de l'université de Cracovie. Ce qu'il voit et imagine sous la beauté de ces innombrables points brillants le bouleverse. C'est le début d'une passion pour l'astronomie qui va brûler durant toute sa vie et qui va l'amener, presque par hasard finalement, à changer définitivement le regard que nous portons sur ce ciel étoilé. Cet homme, c'est Copernic, et ceci est son histoire. Saturne, la mystérieuse planète géante. Depuis l'Antiquité, cet astre fascine et intrigue. Les Grecs l'ont assimilé au titan Chronos, fils du ciel et de la terre. Saturne est le nom donné par les Romains, celui de ce dieu du temps représentant les années qui passent et transforme irrémédiablement les enfants en vieillards. Situé à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, Saturne parcourt les immensités glacées de son orbite démesurée avec une lenteur que les Sumériens avaient déjà remarquée. Il lui faut tout de même 29 ans et demi pour accomplir sa révolution complète. Sa course dans le ciel étoilé rythme donc étrangement la vie humaine. Lorsqu'elle aura repris la place qu'elle avait au moment de votre naissance, vous serez déjà arrivé dans la force de l'âge. À son deuxième passage, vous serez déjà vieux, au seuil de la retraite, et son troisième tour vous verra vieillir inexorablement. Vous pourrez vous estimer heureux si vous la voyez à nouveau retrouver la place qu'elle avait à votre naissance, 88 ans et 6 mois après le jour qui vous a mis au monde. Dans les siècles passés, chacun était convaincu que le mouvement éternel, lent et régulier des astres dans le ciel influençait la vie humaine. Comment ne pas voir dans ce ballet céleste immuable l'horloge de l'existence, promettant à l'un une brillante destinée et à l'autre une vie de souffrance ? Le 19 février 1473, la puissante Saturne se trouve au cœur de la constellation des Poissons, un amas céleste auquel les Mésopotamiens ont donné une cohérence autour de l'étoile qu'ils nomment Kulat Nunu. Pour les astrologues de cette fin du XVe siècle, l'horoscope de Saturne en Poissons est très clair. Celui qui naîtra sous ces astres sera un érudit, un travailleur solitaire qui s'élèvera lentement mais avec régularité. Comme la course de son astre, il mettra du temps à s'éveiller, mais son action sera déterminante. C'est donc sous cette conjonction que le petit Nicolas voit le jour le 19 février 1473 dans la ville polonaise de Toruń. À l'époque, c'est un endroit relativement paumé, il faut quand même le dire. Copernic lui-même le décrira plus tard comme, je cite, « un coin lointain de la Terre ».
1400 km la séparent de Paris, autant de Florence, et 900 km d'Augsbourg, le chef-lieu de la puissance économique des Fougueurs. Bref, autant dire qu'elle est loin de tous les endroits qui comptent en 1473. Malgré ça, Toruń se porte plutôt bien. C'est une ville marchande dynamique qui accueille près de 10 000 habitants sur les rives de la Vistule, l'artère commerciale principale du royaume de Pologne. D'ailleurs, c'est bien pour ça que Papa Copernic s'y trouve avec toute sa smala. C'est un riche marchand et il est venu faire du business. La Pologne de cette fin de XVe siècle est en plein essor. La dynastie des Jagiellon dirige le royaume d'une main ferme, malgré quelques petites guéguerres avec les chevaliers de l'ordre teutonique qui tiennent une grande partie des pays baltes et du nord-est de la Pologne actuelle. Depuis la fin du XIVe siècle, le royaume a même sa propre université, installée au cœur de la vieille ville de Cracovie. En 1473, l'institution a déjà plus d'un siècle d'existence et mine de rien, elle est devenue quand même une sorte de pôle d'attraction intellectuelle pour toute l'Europe centrale et orientale. Un petit millier d'étudiants s'y pressent chaque année et elle a surtout la particularité d'employer non pas un, mais bien 2 professeurs d'astronomie. Tiens, mais pourquoi ? Ça sert à quoi de payer des astronomes en cette fin de XVe siècle ? Je veux dire, aujourd'hui, c'est assez évident. Si on veut avoir des satellites pour nos GPS et pour la météo, il faut bien quelques astronomes à la NASA ou à l'Agence spatiale européenne pour faire tourner la machine. Sur leur temps libre, ils peuvent aussi nous faire de belles photos de l'espace avec des télescopes à plusieurs dizaines de milliards d'euros ou faire atterrir des engins sur Mars. Mais au Moyen-Âge, alors, pourquoi un royaume en pleine expansion dépenserait ses précieux ducats patiemment amassés pour créer des chaires d'astronomie ? Pour le comprendre, je vous propose un petit jeu. Imaginez que vous fassiez un malaise, là tout de suite. Je sais pas, vous vous levez de votre chaise de bureau et paf, ça tombe dans le coma. Quand vous vous réveillez, vous n'avez plus aucune notion du temps qui est passé. Vous êtes resté dans le coma un certain temps, ça c'est sûr, mais impossible de savoir combien de jours ou même de mois. Et pour cause, en vous réveillant, vous constatez effaré que tous les moyens habituels dont vous disposez ont disparu. Plus de calendrier sur votre téléphone ou accroché à votre frigo, plus de dates notées sur les affichages en gare ou dans les bâtiments publics, plus rien. Je sais, c'est quand même un choc. Mais une fois revenu de votre surprise, vous décidez de déterminer la date à laquelle vous venez de vous réveiller quand même. Et alors, comment faites-vous ? Alors, évidemment, il y a des indices. Si vous habitez dans le nord de l'Europe et que vous ne voyez pas de feuilles aux arbres, bon, il y a de fortes chances qu'on soit en hiver. Mais après, comment est-ce que vous déterminez le jour précis ? Il ne faut pas que je dépasse 5, car je ne connais pas 6, je suis battu. Eh bien justement, grâce à ce jeu d'une grande subtilité, n'est-ce pas, vous avez mis le doigt sur ce à quoi sert l'astronomie au Moyen-Âge. La date et le calendrier, ça peut paraître complètement banal et évident aujourd'hui, mais sans moyen précis de mesurer le temps qui passe, eh bien en fait c'est extrêmement complexe. Or, savoir la date à laquelle on se trouve, c'est quand même super important. Comment savoir quand planter son blé, sinon ? Comment savoir quand il faut verser son loyer ou quand le semestre de cours reprend à l'université ? Heureusement, les habitants de la Terre ont de la chance. Pour peu qu'on attende la nuit et qu'on lève la tête, on peut voir une multitude d'astres au mouvement régulier qui peuvent nous aider à mesurer le temps qui passe. La Lune, par exemple, c'est super pratique. On sait qu'elle met un peu moins d'1 mois pour accomplir un cycle complet. Pour mesurer la durée du jour, on a la course du Soleil et celle de la voûte céleste pour mesurer la durée de la nuit. Les constellations aussi d'ailleurs évoluent au fil du temps. Si on les regarde de près, on peut mesurer grâce à elles le passage des saisons. Donc voilà à quoi servent les astronomes de l'université de Cracovie, comme ceux qui gravitent autour du roi de France ou du pape par exemple. Ils sont les gardiens du temps. Un de leurs jobs les plus importants, c'est de déterminer la date de Pâques, la principale fête liturgique du calendrier chrétien. Pour ça, ils utilisent ce qu'on appelle des tables, c'est-à-dire des listes de positions d'astres dans le ciel.
Grâce à ces données, issues de centaines d'années d'observations minutieuses du ciel, ils peuvent effectuer de savants calculs et ainsi permettre à la société de tourner normalement. Alors évidemment, les tables ne sont pas parfaites et des observations astronomiques sont nécessaires pour corriger certains calculs. En 1473, on n'a pas encore inventé le télescope, mais on possède quand même des outils pour faciliter l'observation à l'œil nu. Il faut dire que la nuit médiévale est très sombre. La pollution lumineuse est quasi inexistante. Même en pleine ville, un astronome n'a aucun mal à distinguer les étoiles et les planètes, pour peu que ses longues années penchées sur de vieux bouquins ne lui aient pas trop flingué la vue. Grâce à lui, le paysan sait qu'il doit semer son froment entre la Saint-Michel, le 29 septembre, et la Saint-Martin d'hiver, le 11 novembre. À la même date, l'étudiant de Cracovie sait que son semestre d'automne va bientôt commencer et qu'il a intérêt à déjà avoir trouvé son logement s'il ne veut pas rater le début des cours. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Justement, ça tombe bien, c'est le cas de notre petit Nicolas. En 1491, il a déjà bien grandi. Du haut de ses 18 ans, c'est déjà un jeune homme accompli. Malheureusement, la mort a déjà frappé au domicile des Copernic, puisque son père est décédé en 1483. C'est son oncle, l'évêque de Varmia, un certain Lucas, qui l'a pris sous son aile. Sentant le potentiel du jeune Nicolas, il le pousse à faire des études dans l'espoir que le rejeton de son défunt frère puisse un jour le rejoindre au sein de l'Église. C'est donc lui qui envoie Nicolas à Cracovie avec un bon pécule en poche, alors que l'été 1491 touche déjà à sa fin. Saturne, l'astre qui veille sur le jeune Copernic, poursuit sa course dans le ciel. Alors que les moissons sont rentrées dans les granges et que les semailles commencent, la planète aux anneaux entre dans la constellation du Verseau. La conjonction annonce pour les astrologues médiévaux une transformation lente mais profonde, l'idée d'une réflexion collective sur l'état du monde. Ça ne pouvait pas mieux tomber, c'est exactement ce dont Copernic a besoin. De longs mois d'études, entouré d'autres jeunes hommes passionnés pour se forger l'intellect dont il aura besoin pour la suite. On imagine un peu que Nico doit être surexcité de remonter la Vistule jusqu'à la capitale du royaume de Pologne. Là-bas, il va pouvoir enfin découvrir le savoir des anciens et en apprendre plus sur ce ciel étoilé qui le fascine autant qu'il l'intrigue. À Cracovie, Nico vient étudier ce qu'on appelle les arts libéraux. Alors, si vous n'avez pas suivi, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter l'épisode sur l'université médiévale, et là, vous serez calé, promis. L'astronomie fait partie intégrante du cursus, et cette discipline devient instantanément la préférée du jeune homme. Comme pour toutes les autres matières, c'est avant tout un apprentissage théorique. Le prof donne la référence d'un ouvrage de base, fondé sur le savoir antique, que les élèves doivent réviser avant la leçon, durant laquelle ce savoir sera commenté et questionné. Et il bosse sur quoi alors notre Nico ? Eh bien, pour l'Occident médiéval, la liste des ouvrages potentiels est longue comme le bras. Forcément, ça fait déjà 5000 ans qu'on lève le nez vers les étoiles. Les Mésopotamiens et les Égyptiens ont transmis leurs connaissances aux Grecs qui ont phosphoré dessus pendant des siècles. Beaucoup de ces ouvrages ont été définitivement perdus, malheureusement, mais certains subsistent soit sous forme d'abrégés, soit sous forme de traduction depuis l'arabe. Au sein de ce corpus, le big boss, c'est Claude Ptolémée, un astronome et géographe qui a vécu à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux, au IIe siècle de notre ère. Et Ptolémée, c'est pas le big boss pour rien. Son ouvrage est absolument énorme.
Il a puisé dans près de 9 siècles d'observations pour élaborer sa grande théorie, et ses calculs sont tellement solides qu'ils font encore référence à l'époque où Nico s'assoit sur les bancs de l'université de Cracovie. Alors ça raconte quoi, exactement? Bon bah là, accrochez-vous quand même, hein, on va rentrer dans le dur, mais promis, c'est nécessaire. Pour Ptolémée, la Terre se trouve au centre de l'univers, une belle sphère parfaitement immobile. Oui, au Moyen-Âge, on sait que la Terre est ronde et personne ne le conteste. Autour de cette Terre immobile gravitent chacun des grands astres avec, dans l'ordre, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et enfin Saturne. Au-delà de notre vénérable planète aux anneaux se trouve l'immense sphère céleste, contenant toutes les étoiles que l'on peut voir la nuit. Tous ces astres tournent en cercle autour de la Terre, ce qui en effet paraît évident quand on regarde le ciel. Le Soleil tourne durant la journée de l'Est vers l'Ouest, puis la voûte céleste fait de même durant la nuit. L'ennui, c'est que les anciens avaient tout de même remarqué certaines petites bizarreries, on va dire. Par exemple, les planètes Mars, Jupiter et Saturne font parfois de petites farces. Au lieu de poursuivre leur course nocturne vers l'ouest, comme elles sont censées le faire, elles se mettent à aller en arrière, vers l'est, pendant quelques jours, avant de repartir dans le bon sens. Ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement rétrograde. Dans la réalité, ce mouvement n'est en fait qu'une illusion d'optique. Étant donné que la Terre tourne plus vite autour du Soleil que Mars, par exemple, il arrive un moment qui se produit tous les 2 ans environ, où elle dépasse sa petite sœur. Vu depuis notre sol, on a donc l'impression que Mars ralentit, s'arrête, puis repart dans l'autre sens. Autre difficulté, la position des astres ne correspond pas exactement à celle que l'on pourrait attendre si elle tournait en un cercle parfait. Dans la réalité, l'orbite des planètes est en fait légèrement allongée, un peu comme un ballon de rugby ou une ellipse comme on dit. Ça, c'est l'astronome Kepler qui va le découvrir en 1609. Ptolémée, lui, il n'était pas au courant, mais il avait compris que quelque chose ne tournait pas rond avec les planètes. Il a donc mis au point un système très ingénieux pour expliquer les étrangetés qui traversaient son ciel égyptien. En gros, pour schématiser, son système repose sur des cercles liés les uns aux autres. Mars, par exemple, tourne autour de la Terre en suivant un grand cercle que Ptolémée appelle le déférent. Sauf qu'elle ne fait pas que ça. En même temps qu'elle suit ce grand cercle, elle tourne également sur un plus petit cercle qu'on appelle l'épicycle. Le centre de l'épicycle se trouve sur le tracé du déférent. On a donc un double mouvement. Mars fait de petits cercles le long d'un très grand cercle. Ça va, vous me suivez sur ces histoires de déférent et d'épicycle? Désolé pour les nœuds au cerveau, mais c'est super important pour comprendre la suite. Bon, le génie de ces 2 cercles, le déférent et l'épicycle, c'est que si on trace le trajet de Mars, ça fait bien une sorte d'ovale, mais autour de la Terre, évidemment. Et pour le mouvement rétrograde alors, comment est-ce qu'on l'explique? Pas de panique, là aussi, Ptolémée a tout prévu, il a la solution. Il a créé un nouveau dispositif compliqué qui s'appelle l'équant. En gros, l'équant, c'est tout simplement le centre du grand cercle, le fameux déférent, si vous suivez, sauf qu'au lieu d'être bien au milieu, il est en fait un peu désaxé, décentré. La conséquence, c'est que la vitesse de Mars n'est pas constante. Elle accélère sur la partie du cercle qui est la plus proche de l'équant et elle ralentit sur la partie la plus éloignée. Voilà, donc avec tout ça, le déférent, l'épicycle et l'équant, on a des calculs qui tombent juste. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on y pense. Avec un système totalement foireux, très ingénieux, mais absolument pas réaliste, Ptolémée a créé des tables astronomiques qui marchaient encore presque parfaitement 13 siècles plus tard. Et ça franchement, c'est fort. Ou c'est de la folie, ou c'est du génie. Ce qui est étonnant, c'est que souvent ces 2 qualités vont ensemble. Bon, mais retour à notre petit Nicolas. Évidemment, la complexité du système de Ptolémée est hors de portée des béjaunes qui font leur entrée à l'université, vous imaginez bien. Pour préserver leurs neurones, on a donc créé des abrégés.
En 1220, par exemple, l'astronome Johannes Sacrobosco, le nom latin ronflant que se donnait John of Hollywood, a rédigé un petit résumé du système de Ptolémée qui s'appelle le Traité de la sphère. C'est un vrai best-seller. Des générations d'étudiants ont sué dessus et il fait encore autorité en 1491. On utilise aussi ce qu'on appelle les tables alphonsines, un grand tableau de calcul de position des planètes qui aurait été construit à l'époque du roi Alphonse X de Castille au XIIIe siècle. D'ailleurs, la légende dit même que le roi aimait bien regarder bosser ses astronomes. Un jour, en voyant la complexité des calculs nécessaires à l'établissement des fameuses tables, avec les épicycles et les déférents en pagaille, il se serait exclamé que s'il avait été présent le jour de la création, eh bien il aurait suggéré au créateur un modèle un peu plus simple. Bref, voilà sur quoi Copernic use ses jeunes yeux. En 1495, la fête est finie. Il a terminé son cursus en arts libéraux et son oncle vient de lui trouver un poste bien juteux dans son évêché de Varmia. Un des membres du chapitre cathédral vient opportunément de mourir et voilà Nico bombardé chanoine à seulement 24 ans. Il se rend là-bas en traînant un peu les pieds, car l'astronomie lui plaît déjà beaucoup plus que la compagnie du Très-Haut. Aussitôt arrivé, il négocie donc avec son oncle pour repartir faire des études, mais cette fois-ci beaucoup plus loin. C'est ainsi qu'à l'automne 1496, il débarque à Bologne pour étudier le droit canon, le droit de l'Église, si vous préférez. C'est peut-être pas sa filière de cœur, mais l'oncle évêque a sûrement eu le dernier mot. Et de toute façon, il n'y a pas d'université d'astronomie. C'est pas grave, Copernic a de la ressource. Il a emmené dans ses bagages les livres d'astronomie qu'il a achetés à Cracovie et au bout de quelques mois, il se trouve en plus le colloque parfait. L'homme s'appelle Domenico et c'est ni plus ni moins que le prof d'astronomie de l'université de Bologne. Ça tombe bien quand même. Domenico a besoin d'aide pour ses observations et Copernic lui prête main forte avec joie. Pour le remercier, le prof d'astronomie lui permet d'acquérir plusieurs autres bouquins que Copernic dévore avec passion. Bref, autant dire que le droit canon passe un peu au second plan. D'ailleurs, Nico va encore jouer à ce petit jeu une dernière fois. Revenu de Bologne en 1500, il obtient l'année suivante une nouvelle dispense, cette fois pour aller étudier la médecine à l'université de Padoue. Là encore, ce n'est pas un hasard. La médecine est alors fortement liée à l'astrologie, personne ne s'étonnera donc que Copernic passe plus de temps à regarder les étoiles qu'à mettre la main dans le cambouis. En plus, maintenant qu'il a son revenu de chanoine, on peut penser que la vie étudiante a un peu plus d'intérêt qu'à l'époque où il devait aller demander de l'argent à son oncle. Il est libre de ses dépenses, autant dire que ça devait y aller, question soirée étudiante, dans sa garçonnière italienne. Ah non, ma vieille, laissez fermer, c'est l'aquarium du siècle, là. Une petite tasse. À l'automne 1503, cette fois, c'est bien la fin. Devenu docteur en médecine, Nico fait ses bagages direction le diocèse de Varmia, dirigé d'une main de maître par son oncle Lucas. C'est dans cette enclave paumée, entourée par le territoire des féroces chevaliers teutoniques, que Copernic va enfin pouvoir laisser libre cours aux réflexions qui bouillonnent sous son crâne. Saturne, de son côté, n'a pas chômé. La majestueuse planète a poursuivi sa lente course céleste et débarque au mois de mai 1504 dans la constellation du Cancer. L'astrologie médiévale est formelle. Cette conjonction indique la fin d'un cycle, la fin des certitudes. Les fondations du monde vacillent, tremblent, l'instabilité règne. Alors que cette conjonction frappe les contemporains d'une peur sourde, Copernic, lui, compte bien saisir sa chance de reposer le monde sur de nouvelles bases.
Au printemps 1504, 2 planètes viennent rejoindre la puissante Saturne dans la constellation du Cancer. Jupiter d'abord, puis Mars. 3 planètes dans la même constellation, ça c'est pas banal. Cette grande conjonction est un événement rarissime, qui ne se produit que tous les 20 ans environ. Pour les astrologues qui pullulent dans les cours princières, cette conjonction n'annonce rien de bon. L'arrivée de Saturne en Cancer augure d'une forte instabilité, que Jupiter, l'astre de l'ordre et du pouvoir, tente de contenir. Et voilà que Mars, la guerrière, la violente, déboule dans tout ce bazar. Moi je vous le dis, si une catastrophe ne nous tombe pas dessus, j'arrête les horoscopes. Pendant que la chrétienté lève un regard inquiet vers ce ciel instable, Copernic, lui, est tout content. Faisons, si vous le voulez bien, une petite pause pour comprendre ce qui le met ainsi en joie. À l'université, Nico a retenu 2 choses. 1. Selon Aristote, le monde céleste est parfait, immuable et sans défaut. 2. Le système de Ptolémée est bougrement complexe, et on ne peut vraiment pas dire qu'il soit sans défaut, pour le coup. Au contraire, cette histoire d'équant, vous vous rappelez, le centre désaxé de l'orbite des planètes autour de la Terre, ça ne lui plaît pas trop. Un cercle bizarre au mouvement irrégulier, ça fait pas vraiment Aristote tout ça. Et Copernic y tient beaucoup à Aristote, et à cette idée d'une perfection de la sphère céleste. En plus de ça, il a appris des choses qui le font beaucoup douter. Il a lu dans les bouquins de Nicole Orem, un grand savant français de la fin du XIVe siècle, que le mouvement des astres autour de la Terre pouvait être une illusion. Selon Orem, il est possible que ce soit la Terre qui tourne sur elle-même, et non tout le cosmos autour d'elle. Évidemment, il n'est pas le premier à le dire. Dans l'Antiquité grecque, déjà, certains savants comme Aristarque de Samos imaginaient que la Terre tournait sur elle-même en même temps qu'elle orbitait autour du Soleil. Sauf que le débat a été enterré à l'époque par 2 grands savants, Archimède et Aristote. Pour Archimède, il était impossible que la Terre tourne, sinon tout aurait été instable et chaotique dans notre monde. Pour Aristote, l'élément terre et l'élément eau sont attirés irrémédiablement vers le centre de l'univers. Donc l'astre Terre est forcément au centre, puisqu'elle est constituée de ces 2 éléments, justement. Bref, ça doute pas mal, côté Copernic. Autre élément qui le fait douter, c'est cette histoire de sphère cristalline. À la fin du XVe siècle, les astronomes sont d'accord pour dire que les astres ne flottent pas dans le vide, comme ça, mais qu'ils sont accrochés sur une sorte d'immense sphère de cristal céleste, transparent. En gros, le déférent est en fait le périmètre d'une gigantesque sphère de cristal, et l'épicycle est constitué d'une plus petite sphère accrochée à la première. L'ennui, c'est que pour Copernic, ça fonctionne pas trop. Comment c'est possible que des sphères de cristal soient imbriquées l'une dans l'autre, mais qu'elles puissent quand même tourner sans friction ? Et puis surtout, ça fait plein de sphères dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qui leur donne du mouvement aux astres ? C'est quoi la force derrière tout ça ? Voilà, et maintenant qu'on sait la tempête qui fait rage dans le cerveau de Nico, retour à la grande conjonction de 1504. Pour les astronomes, cet événement céleste est absolument inratable, car c'est l'occasion parfaite pour tester les tables astronomiques. Et c'est pas dur en plus. Mars, Jupiter et Saturne sont réunis dans un coin du ciel. Il suffit de comparer leur position, visible à l'œil nu, pour peu qu'il n'y ait pas de nuages, avec celle que prédisent les tables. Et là, c'est un nouveau doute pour notre copain Copernic. Depuis le palais de son oncle, il voit clairement que quelque chose cloche. Les planètes ne sont pas là où elles devraient être. Mars est en avance, Saturne est en retard, et pas qu'un peu. Il en est convaincu. Le système de Ptolémée doit être révisé. Les erreurs s'accumulent et l'édifice mathématique complexe qu'a créé le savant alexandrin ne colle pas avec la physique et la philosophie d'Aristote. En fait, il faudrait revoir tout ça, mais le travail risque d'être colossal, voire même peut-être carrément impossible. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous?
Copernic est prêt à relever le défi. Il faut dire que niveau matériel, il est plutôt pas mal. Ses revenus de chanoine sont plutôt généreux et en tant que médecin personnel de l'évêque, il reçoit en plus un petit bonus bien sympathique qui arrondit les fins de mois. Mais ses devoirs professionnels commencent à lui peser et son oncle est un homme très occupé. Il décide donc, en 1510, de retourner vivre avec les autres chanoines dans la ville de Frombork. Frombork, c'est une ravissante petite cité de briques nichée sur une colline dominant l'estuaire de la Vistule. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très joli, mais à l'époque, c'est vraiment un trou paumé. En dehors de la cathédrale elle-même, enserrée derrière de solides remparts, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Pas de tentation, donc, c'est parfait. Copernic emménage dans l'une des tours de l'enceinte qu'il loue à l'année. Les loyers ne devaient pas être très chers à Frombork à l'époque, parce qu'il vit quand même dans 600 mètres carrés sur 3 étages, avec carrément une cuisine et une salle de bain privative, s'il vous plaît. Histoire de mettre le logement un peu plus à son goût astronomique, il entreprend d'ailleurs des travaux ambitieux. Dès son arrivée, il fait construire une plateforme d'observation astronomique sur laquelle il installe tout son bazar. Copernic, c'est vraiment le locataire ingérable. Et pendant que les ouvriers jouent de la truelle et du maillet, Saturne poursuit sa course céleste. En 1511, elle entre dans la constellation de la Balance. La conjonction exerce son immense pouvoir sur la destinée humaine. Grâce à elle, les anciennes idées vont être mises en procès. De fructueuses disputes intellectuelles vont faire trembler les anciennes certitudes, et ce qui est mal fondé sera retranché. C'est sous cette puissante conjonction que Copernic se met au travail. Depuis sa tour d'observation, il teste plein d'hypothèses. Tiens, par exemple, qu'est-ce qu'il se passerait si au lieu d'un grand déférent et d'un petit épicycle, on faisait l'inverse? Si le déférent était petit et l'épicycle immense, est-ce que ça changerait les calculs? Ça, c'est la piste que lui a soufflé un autre érudit, un certain Regiomontanus. D'après lui, les calculs seraient plus simples de cette manière. Nico refait les calculs qu'il lit dans ce nouveau bouquin et il se rend rapidement compte d'une sorte d'étrangeté. Lorsqu'on inverse le déférent et l'épicycle, la ligne de visée qui relie la Terre à Mars pointe systématiquement vers le Soleil. Un peu surpris, il poursuit ses calculs et s'aperçoit que cette bizarrerie se retrouve pour toutes les autres planètes. Ça alors, mais c'est quand même chelou, se dit-il dans son allemand médiéval. Nico a alors une de ses intuitions les plus inspirées. Et si on testait, en mettant le Soleil au centre de l'univers plutôt que la Terre, ça donnerait quoi? Eh bien, vous n'allez pas le croire, accrochez-vous bien à votre chaise, mais ça donne quelque chose de plutôt pas mal, en fait. Dès qu'il teste cette hypothèse, notre Nico est ravi. Et pourquoi il est ravi? Eh bien parce que tout paraît d'un coup super logique, clair comme de l'eau de roche. Déjà, il constate qu'avec ce système, on obtient une concordance parfaite entre la durée de révolution des planètes et leur place par rapport au Soleil. Mercure a la durée de révolution la plus courte, et c'est la plus proche du Soleil, Saturne la plus longue et la plus éloignée, et tout s'emboîte parfaitement avec la Terre au milieu. Autre truc génial, avec ce nouvel ordre, plus besoin de s'embêter avec les coins de Ptolémée. Le fait que toutes les planètes orbitent autour du Soleil permet d'expliquer facilement le mouvement rétrograde de Mars, par exemple. C'est une illusion d'optique liée à la vitesse plus importante que la Terre, voilà tout. C'est génial! Alors que Saturne poursuit sa course dans le ciel, Copernic affine son idée. En 1511, il est assez téméraire pour rédiger un petit opuscule, le Commentariolus, qu'il diffuse à quelques amis de Frombork et de Cracovie. Le texte circule sous forme manuscrite et seulement quelques copies en sont faites par ses potes.
Le Commentariolus reste donc très confidentiel, mais contient déjà l'idée centrale de Copernic. Avec ce nouveau système, il affirme qu'on peut enfin comprendre l'univers sans violer l'idée de perfection chère à Aristote, tout en corrigeant les tables astronomiques issues de Ptolémée. Tout ça c'est très bien, mais là, Copernic se heurte à la réalité de ce que la remise en cause du bouquin de Ptolémée veut vraiment dire. Ptolémée, c'est quand même le gars qui a compilé 9 siècles d'observations pour établir son modèle. 9 siècles! Je veux dire, le mec a même repris des observations mésopotamiennes, quoi. C'est ouf! Ptolémée, c'est aussi un catalogue d'1 millier d'étoiles et des calculs en pagaille qui fondent encore toute l'astronomie occidentale et orientale en ce début de XVIe siècle. Réviser tout ça, ça n'est pas une balade de santé, c'est un ultra-marathon. Pour Copernic, c'est le début d'un long, très long travail, il le sait bien. Ça risque de prendre des années, peut-être même des décennies entières. En 1515, l'ambition du défi qu'il s'apprête à relever le frappe de plein fouet. Cette année-là sort enfin la première édition imprimée complète de l'Almageste de Ptolémée, entièrement retraduite en latin depuis sa version arabe. Jusqu'ici, Copernic ne travaillait que sur des abrégés à la traduction plus ou moins foireuse. Jusqu'ici, le modèle à réviser était un monstre lointain, distant, rendu flou et incertain par l'épaisseur des siècles qui s'étaient accumulés par-dessus. Mais là, désormais, c'est un énorme pavé qui trône sur son bureau. Et c'est là-dedans que Nico va devoir plonger pour tout remettre à plat. Cette année-là, Saturne débarque dans la constellation du Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe de la corruption, du monde caché. L'astrologue ne peut avoir aucun doute. La conjonction annonce la fin d'un équilibre intenable, la mise au jour de la corruption qui dévore le monde. Toutefois, ce n'est pas la bouillante Mars qui entre dans le Scorpion, c'est Saturne, le vieillard au rythme asthmatique. Et ça n'est pas bon signe. L'équilibre va être chamboulé, c'est vrai, mais au prix d'un effort long et douloureux. Ptolémée ne tombera pas en un jour. En fait, il faudra même 28 ans. Et il fait quoi, alors, Copernic, durant ses 28 ans? Eh bien déjà, il observe. Pour réviser le modèle de Ptolémée, il a besoin d'accumuler des données fraîches, qu'il utilise pour corriger les observations, dont certaines datent de déjà 2000 ans au bas mot. On l'imagine peut-être l'œil rivé sur son télescope, grelottant dans le froid de l'hiver polonais sur sa plateforme astronomique, mais il n'en est rien. Le télescope ne sera pas inventé avant encore plusieurs dizaines d'années. Toutes les observations se font donc, peu ou prou, avec les mêmes instruments que Ptolémée lui-même. Déjà, il y a une sorte de construction en bois qu'on appelle justement la règle ptolémaïque. En gros, c'est un triangle composé d'une perche fixe pointée à la verticale sur laquelle viennent coulisser les extrémités de 2 perches fixées ensemble. La perche du bas est une sorte de pointeur, en fait. On l'aligne avec l'astre dont on veut mesurer la position, et la perche du haut sert de support en permettant de caler le pointeur en place. À cet instrument un peu complexe, Copernic associe une sorte de cadran solaire qu'il utilise notamment pour mesurer précisément le moment des solstices et des équinoxes. Dernier instrument, c'est la sphère armillaire. Il s'agit en fait d'une reproduction métallique de la voûte céleste avec différents anneaux emboîtés que l'on peut bouger pour faire des mesures précises.
Il y a par exemple un anneau qui symbolise l'équateur et un autre qui symbolise le plan de l'écliptique, c'est-à-dire la bande du ciel au sein de laquelle le Soleil et la Lune évoluent en croisant le chemin de toutes les constellations du zodiaque. Bref, avec tout ce bazar, Nico fait des relevés de position d'astres. Après, il ne faut pas croire non plus qu'il passe son temps l'œil rivé sur le ciel. Plutôt que de tout reprendre, ce qui serait une tâche absolument pharaonique, rapport à l'Égypte, Copernic utilise les relevés d'autres astronomes et choisit certaines positions qui lui paraissent essentielles à corriger. Il cherche donc dans son calendrier les mouvements célestes qui l'intéressent, genre les conjonctions ou les éclipses, et il concentre ses observations sur ces moments précis. Le reste du temps, c'est plutôt de calculs mathématiques extrêmement complexes dont il s'agit. Copernic, c'est une sacrée tête. Patiemment donc, il croise données fraîches, observations d'autres astronomes et calculs poussés pour reprendre et corriger tout ce que contient le bouquin de Ptolémée à la lumière de son propre système héliocentrique, plaçant donc le Soleil au centre de l'univers. Évidemment, tout n'est pas à corriger. Chez Ptolémée, c'est le système lui-même qui est fautif, pas les observations. Ça, peu importe le système, n'importe quel astronome peut vérifier. Ce que fait Copernic, c'est de passer ces mêmes données à la moulinette de son propre modèle pour voir si ça colle. Sauf que pendant que le travail suit son cours, Copernic a plein d'autres trucs à faire. C'est un homme sacrément occupé, il fait sa semaine de 35 heures en une journée, si vous voulez. Déjà, il y a ses occupations religieuses, il est quand même chanoine de la cathédrale de Frombork. Et comme chanoine, c'est pas le dernier des tirs au flanc. Il est rapidement élu chancelier du chapitre et même gestionnaire de ses biens. C'est donc à lui de rédiger les contrats de baux pour les fermes possédées par le chapitre, d'aller vérifier et percevoir les revenus sur place, d'écouter les plaintes des paysans pour trouver des solutions, etc., etc. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il faut en plus défendre la ville contre les pillages. Et oui, je vous l'ai dit, le diocèse de Varmia, c'est un petit bout de territoire entouré par celui des chevaliers teutoniques. Et autant le dire tout de suite, les relations avec le royaume de Pologne ne sont pas vraiment au beau fixe. En 1520, une incursion de pillards ravage un village du diocèse et un paysan se fait couper les mains par les bandits. Le diocèse réagit immédiatement en organisant une expédition punitive en territoire teutonique pour retrouver le coupable. Le grand maître de l'ordre teutonique, Albrecht, ne supporte pas l'affront. Il déboule dans le diocèse avec tous ses gars, et là, c'est la guerre. La ville de Frombork est ravagée par les flammes malgré sa puissante enceinte, et Nico doit se délocaliser en urgence pour éviter de finir en barbecue avec ses chers bouquins. À part ça, la vie suit son cours. Nico profite même d'un peu de temps libre en 1518 pour rédiger un petit traité sur la monnaie, parce que, pourquoi pas. Son oncle étant mort entre-temps, un nouvel évêque a été nommé. Comme les chanoines se sont opposés à sa prise de pouvoir, il décide de frapper un grand coup en s'attaquant à un privilège auquel les chanoines tiennent beaucoup, leur gouvernante. La plupart d'entre eux employaient en effet une femme qui tenait leur maison et vivait avec eux sur place, alimentant de nombreuses rumeurs sur d'éventuelles coucheries. En 1519, les chanoines doivent donc, à regret, laisser partir ces précieuses partenaires de vie. On sait que Copernic employait une certaine Anna Schilling, une jeune fille de 24 ans à laquelle il était très attaché, mais visiblement en tout bien, tout honneur. De toute façon, elle était plus ou moins de sa famille. Alors il est content, Il va avoir des filles. Il va arrêter de coucher avec sa sœur. J'ai pas de sœur, moi. C'est pareil, une cousine, un truc comme ça. C'est familial chez vous. En 1529, justement, il a déjà bien avancé au point de commencer la rédaction d'un véritable ouvrage qui rassemblera tout son savoir et décrira au monde entier sa vision de l'univers avec le Soleil comme centre. Ces idées commencent d'ailleurs à intéresser tout ce que l'Europe compte d'astronomes. Malgré la confidentialité de son Commentariolus, vous vous rappelez, rédigé en 1511, la nouvelle qu'un astronome polonais a décidé de s'attaquer
aux erreurs de Ptolémée, a fait son petit bout de chemin malgré tout. On sait par exemple qu'en 1517, le pape Léon X sollicite directement Copernic pour qu'il participe à la grande révision du calendrier. On ne sait pas si Nico a répondu, mais on sait que la réforme finit par échouer. Il faudra attendre 1580 pour qu'un nouveau calendrier soit enfin mis en place. À cette occasion, la renommée de Copernic grandit. En 1536, il reçoit même une lettre d'un cardinal allemand, Nikolaus von Schönberg, qui l'enjoint à publier enfin ses travaux que les astronomes européens attendent avec impatience. Tenez, je vous lis la lettre, vous allez voir, c'est assez édifiant. J'ai appris que non seulement tu connais admirablement les découvertes des anciens mathématiciens, mais que tu as même constitué une nouvelle doctrine du monde selon laquelle la Terre se meut tandis que le Soleil occupe le lieu le plus bas et par conséquent le plus central de l'univers. C'est pourquoi, homme très docte, je te demande de la manière la plus insistante, à moins que je ne t'importune, de communiquer aux savants cette tienne découverte et de m'envoyer aussi rapidement que possible les fruits de tes méditations nocturnes sur la sphère du monde. Copernic ne répond pas. Il n'est pas encore certain de ses calculs et il voit dans son modèle une myriade d'incohérences qui doivent absolument être corrigées avant de publier. En 1539, la pression monte encore d'un cran. Cette fois, c'est un étudiant de 25 ans seulement, un certain Rhéticus, qui débarque dans la lointaine Pologne pour solliciter l'enseignement du vieux chanoine et le pousser à publier ses découvertes. Nico accepte d'expliquer ce qu'il sait à Rhéticus et se laisse peu à peu convaincre de publier un véritable ouvrage. L'ennui, c'est que l'ouvrage en question promet d'être d'une complexité sans nom et représentera surtout un investissement financier considérable. Pour un ouvrage scientifique de cette ambition, il faut tailler des centaines de planches de gravure et engager des frais matériels énormes en espérant vendre toutes les copies. Et un tel imprimeur n'existe tout simplement pas en Pologne. Heureusement, Rhéticus a la solution. Il connaît personnellement un imprimeur d'envergure internationale basé à Nuremberg, un certain Petreius qui a pignon sur rue. Pour preuve de la qualité des productions de Petreius, Rhéticus a même offert 3 de ses bouquins à Nico en arrivant à Frombork, dont une splendide copie de l'édition de Ptolémée. Bon, dans la réalité, ça paraît un peu gros et on a de bonnes raisons de penser que Rhéticus est une sorte d'agent commercial de l'imprimeur Petreius. En laissant traîner ses oreilles, Rhéticus aurait compris qu'une découverte astronomique exceptionnelle était en cours quelque part dans le diocèse de Varmia. Flairant le bon coup, il aurait convaincu Petreius de le laisser négocier pour lui un contrat avec Copernic. C'est un peu une exclue en fait. Celui qui réussira à éditer Copernic fera sûrement un carton vu comme son bouquin est attendu par tous les astronomes. Quelle somme! Ça doit être aussi gonflant à lire qu'à écrire. En 1542, le vieux chanoine finit par se laisser convaincre. Et Rhéticus repart en direction de Nuremberg avec le précieux manuscrit sous le bras. Quelles que soient ses intentions réelles, force est de constater que le jeune homme rend vraiment hommage à son maître et met tout en œuvre pour que son ouvrage soit publié dans les meilleures conditions. Malheureusement, il doit quitter la ville au cours de l'impression et un astronome du coin en profite pour convaincre l'imprimeur de glisser dans l'ouvrage une préface anonyme expliquant que le système héliocentrique n'est qu'une hypothèse non vérifiée. 10 mois plus tard, lorsque les 500 copies sont enfin imprimées, Rhéticus est furieux de découvrir ce doigt d'honneur au travail de son maître, mais il est trop tard. Sans doute l'imprimeur a-t-il eu peur que des ecclésiastiques un peu trop zélés s'étonnent d'une telle dissonance entre certains passages de la Bible et ce nouveau système de Copernic. Mais au final, peu importe. Au mois de mai 1543, un exemplaire tout frais sorti des presses se fraye enfin son chemin jusqu'à la lointaine Frombork. Copernic est alors âgé de 70 ans et une récente attaque l'a laissé paralysé de tout le côté droit. On dit qu'il reçoit enfin son ouvrage intitulé De Revolutionibus Orbium Celestium
sur son lit de mort. Il est vrai qu'entre-temps, Saturne achève sa course céleste. Au printemps 1543, la planète aux anneaux entre dans la constellation du Capricorne. Depuis ce fameux jour du 19 février 1473, elle a accompli 2 révolutions complètes et amorcé une 3e. Sa conjonction avec le Capricorne sonne comme un présage. C'est la fin d'un travail individuel harassant, l'accomplissement d'une quête solitaire qui trouve enfin son terme. En ce jour du 24 mai 1543, c'est sous cette conjonction céleste que Nicolas Copernic rend son dernier souffle, tenant dans les mains le travail de sa vie. L'astronome de génie s'éteint, mais son œuvre ne fait que commencer. Au travers de son intuition géniale, Copernic commence alors sa vie éternelle. Hop hop hop, vous pensez que c'est fini? Bah non, pas tout à fait quand même. Comme vous l'avez compris, le fameux modèle de Copernic avec le Soleil au centre n'a pas vraiment causé de remous durant sa propre existence. On sait quand même que Luther ne le portait pas vraiment dans son cœur. Un témoin rapporte que dans les années 1530, alors que le De Revolutionibus n'était même pas encore terminé, le grand réformateur aurait eu ces mots pas très sympas à l'endroit de l'astronome polonais. Oh, quel gredin, mais oh, le scélérat, mais quel individu abject, mais quel sac à merde! Non, je rigole, voilà le véritable extrait. Il a été fait mention d'un certain astrologue qui a voulu prouver que la Terre se meut et non le ciel. C'est comme si quelqu'un se déplaçait à cheval ou sur un bateau et s'imaginait être immobile tandis que la Terre et les arbres se mouvaient. Ainsi en va-t-il maintenant. Qui veut être habile doit faire quelque chose qui lui est propre, même si cette chose n'a aucun sens. C'est ce que fait cet énergumène qui veut mettre toute l'astronomie sans dessus-dessous. Moi, je crois à les saintes écritures, quand Joshua a commandé au soleil de s'arrêter, et non à la terre. Dans la réalité, toutefois, la parution de cette œuvre de toute une vie a plutôt été une tempête dans un verre d'eau, du genre ok, super. Et sinon, les tables astronomiques, là, ça avance? La plupart des grands astronomes ont acheté le livre, qu'on retrouve rapidement dans toute l'Europe, et qui a même été réédité en 1566. Celui qui va vraiment l'utiliser, c'est un astronome du nom d'Erasmus Reinhold, qui va le premier se fonder sur cet ouvrage pour créer de nouvelles tables astronomiques très précises. En 1580, l'astronome qui crée le nouveau calendrier, Christopher Clavius, se fonde également sur le travail de Copernic. Mais pour ces 2 érudits, c'est surtout l'élimination de l'équant de Ptolémée qui les séduit. Le modèle de Copernic leur paraît bien plus simple et logique, mais le côté héliocentrique ne les intéresse pas vraiment en fait. Et finalement, c'est logique. La démonstration de Copernic, elle est presque entièrement théorique. Son ouvrage, c'est 350 pages de calcul d'une monstrueuse difficulté et pas grand-chose de plus. En fait, sans télescope, prouver la vérité de son modèle était impossible en 1543, d'où l'absence de débat, finalement. Les astronomes ont considéré son travail comme une hypothèse parmi les autres, sans plus. De toute façon, le modèle était encore perfectible. Il faudra attendre Kepler en 1609 pour que les orbites circulaires parfaites de Copernic ne soient remplacées par des ellipses, plus difficiles à calculer mais beaucoup plus réalistes, et 1687 pour que Newton dévoile la force qui fait tourner tout ça, c'est-à-dire la gravité.
Jusqu'à la révolution newtonienne, le modèle de Copernic reste contesté. Après Newton, plus personne n'en doutera. Pas d'opposition frontale donc, jusqu'à Galilée en fait. En 1610, le grand savant italien met au point un télescope qui lui permet d'observer la planète Vénus. Il découvre alors que la sœur de la Terre connaît des phases, comme la Lune. C'est la preuve irréfutable qu'elle tourne autour du Soleil, et c'est ça d'ailleurs qui vaudra des ennuis à Galilée. En 1616 d'ailleurs, l'ouvrage de Copernic est finalement mis à l'index, c'est-à-dire rendu illégal par la papauté. C'est donc à ce moment-là que le débat va vraiment commencer à monter en régime. Fun fact d'ailleurs, c'est avec son fameux télescope que Galilée va découvrir le premier que Saturne porte ses fameux anneaux. Pour Copernic, cet astre, sous le signe duquel il est né, n'était qu'un point brillant parmi les autres dans le ciel. C'est finalement, si vous voulez mon avis, une belle métaphore du travail de cet homme remarquable. Notre bon Nico n'a jamais cherché à être révolutionnaire ou même original. Tout ce qu'il voulait, lui, c'était rendre l'univers conforme à la philosophie d'Aristote, pas devenir le parangon d'une nouvelle vision du monde. On peut être sûr que sur son lit de mort, en serrant contre lui son ouvrage enfin complet, il s'est murmuré à lui-même « Ah, j'ai enfin réussi. Après 30 ans de travail, j'ai enfin trouvé un moyen de supprimer l'équant du modèle de Ptolémée. J'y suis arrivé, mon existence a trouvé son sens. J'ai prouvé qu'Aristote avait raison. » Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Finalement, cet épisode représente un bon pendant à celui sur Gutenberg. Deux inventeurs à la charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, mais aussi deux caractères diamétralement opposés. Autant Gutenberg était un personnage haut en couleur, une figure médiévale du start-upper sulfureux, autant Copernic était un mec tranquille, un chanoine sérieux et rigoureux qui bossait dans son coin sans rien demander à personne. Les deux hommes n'auraient de toute façon pas pu se rencontrer, puisque Gutenberg est mort 5 ans avant la naissance de Copernic, mais même s'ils avaient pu, il y a peu de chances que le courant soit bien passé entre ces deux-là. Gutenberg aurait sûrement essayé de convaincre Copernic d'investir dans sa start-up, ce que Copernic aurait trouvé fort peu élégant. Et pourtant, c'est bien grâce à Gutenberg que le modèle de Copernic a finalement pu se répandre et conquérir l'esprit des astronomes. Bref, si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire de l'astronomie, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode, c'est la manière la plus simple et gratuite de soutenir mon travail. Si vous pouvez vous épargner quelques écus, vous pouvez également vous rendre sur ma page Patreon, dont je vous mets le lien en description. Vous y découvrirez des épisodes premium, des goodies du podcast et même plusieurs formules d'abonnement pour mettre encore plus de Moyen-Âge dans votre quotidien. Un immense merci à vous pour votre soutien, quelle que soit sa forme, et moi je vous dis à la prochaine!